Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Terre des Hommes, la dernière de l'année. Et puis évidemment, fête oblige, on va vous parler de Noël, la magie de Noël qui commence déjà à résonner dans chacun de vos foyers. Il y a une ambivalence derrière cette fête au fond, parce que c'est à la fois une fête de transmission, une fête familiale bien sûr, et puis on voit aussi à quel point on est poussé de toutes parts, pressé pour rentrer dans une fête parfois consumériste, matérialiste. Et avec cette question aujourd'hui, est-ce que si l'on veut vivre Noël avec des valeurs en même temps de responsabilité, de sobriété, pourquoi pas, est-ce que c'est encore possible sans gâcher la fête? Et on en parle tout de suite dans Terre des Hommes, vous allez voir, avec nos meilleurs experts. Et voilà, autour de ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Bénédicte Luto. Bonsoir Bénédicte. Bonsoir Paul. Journaliste au service sciences et médecine, environnement du Figaro. Et en tant que journaliste sciences, vous allez nous apporter un éclairage un peu différent aussi sur les choix qu'on fait à Noël, parce qu'ils ont un impact, ils ont des répercussions. Évidemment, c'est pas la même chose de consommer, d'acheter certains produits, de faire le repas de Noël de telle ou telle façon. Vous aviez passé ça déjà à la loupe il y a quelques années pour les lecteurs du Figaro. On vous repropose cet exercice et vous allez nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut, tout en ayant bien sûr à cœur de passer un Noël festif, c'est l'idée, mais peut-être faire des choix plus responsables. Et puis à vos côtés, vous avez notre enquêtrice tout-terrain, Camille Jaïr. Bonsoir Camille. Bonsoir Paul. C'est rare de vous avoir avec nous sur le plateau. D'habitude, vous êtes derrière la caméra et c'est vous qui fournissez bien sûr les belles images sur lesquelles l'émission Terre des Hommes s'appuie. Et là, vous allez nous raconter en particulier votre expérience en immersion au marché de Noël de Strasbourg. La face cachée, les coulisses parfois peu reluisantes des marchés de Noël. Vous allez nous raconter tout ça. Et Madeleine Mété, bien sûr, fidèle complice de cette émission. Bonsoir chroniqueuse en titre. Bonsoir Madeleine. Et vous allez nous parler tout à l'heure des sapins de Noël. Absolument, des sapins de Noël artificiels. Et on a hâte de vous entendre. Alors Camille, on commence tout de suite. Vous êtes allée à Strasbourg il y a quelques jours. Évidemment, Strasbourg, c'est la capitale de Noël pendant le temps des fêtes. Et vous êtes allé au marché de Noël, muni d'une petite caméra cachée, pour aller poser les questions qui fâchent aux commerçants. On regarde ça tout de suite et on en reparle avec vous. Donc là, je suis assuré de boire un produit alsacien. 100% du vignoble strasbourgeois. Ça ne vient pas forcément des forêts vosgiennes, et sûrement plutôt du côté du sud-est asiatique. En Alsace, nous avons une production de tissus traditionnel, le kelch. Bon, apparemment, ce n'est pas du kelch. Je suis Maurice, j'habite Strasbourg depuis 25 ans et j'aime beaucoup recevoir des visiteurs et leur faire découvrir Strasbourg, et en particulier pendant la période des marchés de Noël. Alors, nous arrivons devant un stand de produits typiquement alsaciens, la poterie de Soufflenheim. Donc Maison Hauswirts, Soufflenheim, c'est bien un produit fabriqué en Alsace. Et de toute façon, le stand est bien labellisé par le nom du potier. Et il est de bon ton d'essayer de faire la chasse aux produits, les copies du sud-est asiatique ou de l'Asie ou de je ne sais pas quel pays. Ces produits n'ont pas lieu d'être sur un marché à Strasbourg. On l'aime déjà, Maurice. J'ai l'impression que ça va devenir notre nouveau chouchou de Terre des Hommes. On a quelques personnalités comme ça dans les reportages. C'est aussi de l'humain et des rencontres avec lesquelles on a un attachement plus fort. Bon, Camille Jaïr, Maurice, vous aussi, vous avez fait très attention à ce que l'on trouve sur les stands. Mais dans la réalité, ceux qui font le marché de Noël et qui vont de stand en stand, est-ce qu'ils se font un peu plus avoir parfois ? Alors moi, en effet, j'ai fait attention parce que j'étais guidée par Maurice, qui est devenu en effet l'ami d'une journée. Et alors Maurice, en fait, il connaît très bien les marchés de Noël. Ça fait 25 ans qu'il habite à Strasbourg. Il était guide touristique sur les marchés de Noël. Donc il m'a donné un peu tous les tips pour justement pas tomber dans le panneau. Mais la majorité des touristes, évidemment, n'a pas du tout cet œil aiguisé et n'a pas envie de l'avoir. Dans le sens où, en fait, les gens sont là pour profiter. Les gens sont là pour ne pas se prendre la tête, se laissent anesthésier par cette atmosphère de Noël, de vin chaud, de lumière, de musique, d'ambiance, et n'ont pas du tout envie d'avoir ce côté investigation et de traquer d'où viennent les produits. Donc il y a une volonté presque, ou je ne sais pas si c'est de manière consciente, mais en tout cas les gens ne cherchent pas du tout à savoir d'où viennent les produits, se laissent plus porter de chalet en chalet. Par exemple, c'était intéressant, il me montrait, on le voit dans cette première partie du reportage, il me montrait que les stands qui ont des étiquettes, c'est les stands qui sont, on est certain que c'est des produits alsaciens. Alors déjà, il y en avait très peu, sur les plus de 300 chalets que j'ai vus, il y en avait très peu, et les gens, je n'ai pas vu une seule personne s'intéresser à ces étiquettes. Donc oui, les gens ne font pas forcément attention, et il faut dire aussi que certains produits
sont cachés, on ne voit pas l'origine du produit, c'est-à-dire que c'est amusant, j'ai vu, on le verra après sur une image, si on zoome bien, sur une étiquette, le Made in, comme par hasard, il y a le prix qui est collé dessus, donc on ne voit pas d'où vient le produit. Et c'est vous qui avez le mauvais rôle, puisque c'est vous qui nous montrez ce que beaucoup de gens n'ont peut-être pas envie de voir. On continue, parce que c'est passionnant, cette immersion, on regarde la suite du reportage. Notre distributeur est alsacien, mais ça vient d'Europe de l'Est. Ok. Voilà. Ok. Ça vient du Portugal. Un petit, un moyen, un grand. Il vient d'où? Il vient d'où? Marché Noël. Oui. Non mais c'est du vin d'Alsace. Ben oui, c'est du vin de ma grand-mère. Il n'y a pas de vin rouge en Alsace? Tout vient de Chine. De Chine. Ah, ok. Ils viennent de Chine. On les ramène en Alsace, les Chinois viennent, ils l'achètent pour le ramener en Chine. Rien d'Alsace. Ou Made in France, non même pas. Et ça vient d'où? C'est fait en Inde, je suis importateur. Est-ce que vous avez de la poterie de Soufflenheim? Non. Par contre, ça c'est un Kléber. Place Kléber? Oui. Ok. Et là, parce qu'elles sont jolies toutes ces tasses, tout ça, ça vient d'où? Ça c'est un produit allemand la plupart. Hein. Ok. Pour certaines importations aussi. Oui, alors j'adore la lucidité de la vendeuse à un moment qui vous dit, bon c'est en caméra cachée, elle ne sait pas qu'elle est filmée, mais qui vous dit finalement, les gens viennent de Chine en Alsace pour acheter des produits qui sont faits en Chine. En fait, ce qu'on se rend compte aussi en vous écoutant dans ce reportage, c'est qu'il y a un marché derrière le marché de Noël. Exactement, alors c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup aussi de touristes chinois qui sont là, donc d'où son allusion aux Chinois qui viennent et qui ramènent en Chine. Elle était très lucide cette femme et c'était assez marquant. Elle disait, moi j'ai aucun intérêt à être malhonnête et de toute façon tout le monde le sait maintenant que les peluches ou beaucoup d'objets qui sont vendus sur ce marché ne viennent pas d'Alsace, ni même de France, ni même d'Europe. Ce qui est intéressant dans la dernière partie, c'est que la personne me dit, ce sont des produits allemands. Alors je voyais Madeleine qui rigolait en disant des produits allemands, j'y crois pas. Et en effet, on peut douter de la provenance des produits parce qu'en fait, j'ai découvert qu'il y a des grandes foires, en Allemagne notamment, où tous les forains achètent leurs produits pour le marché de Noël, donc une sorte de marché de Noël derrière le vrai marché de Noël. Et ces produits sont tout simplement importés. Alors je ne suis pas allée traquer dans les foires allemandes d'où viennent ces produits, mais probablement, vu la quantité et la qualité, certainement pas d'Europe et plutôt vers le sud-est asiatique. Donc ça, c'était intéressant. Et un autre aspect aussi trompeur, c'est que ces produits qui sont importés, il y a une étiquette qui est marquée où il y a juste le nom de la société d'importation qui est basée du coup en Allemagne ou en France, quand c'est des sociétés françaises d'importation, et avec le petit logo CE, donc conforme aux normes européennes. Mais en fait, donc du coup, ça rassure le client qui voit une adresse française ou une adresse allemande. Bon, en fait, non, ces produits viennent de plus loin. Oui, les normes européennes ne veulent pas forcément dire que l'origine et la provenance sont européennes. Bon, évidemment, Strasbourg, c'est une cohésion particulière parce que c'est une ville écologiste, donc avec des valeurs aussi qui sont prônées sur les circuits courts. Et précisément, vous avez posé la question à la municipalité aussi. On regarde la fin de votre reportage. Je suis Guillaume Lipzig, je suis adjoint à la maire de Strasbourg et je suis en charge de la coordination de Strasbourg Capitale de Noël. Sur la traçabilité des produits, les exposants nous disent à peu près d'où ça vient, mais on le sait. Il y a effectivement des grandes foires d'achat qui ont lieu en Allemagne. Il y a de plus en plus de produits Made in Europe qui sont mis en vente et grâce au dialogue qu'on a mis en place. Et effectivement, il y a encore du Made in China. Donc là, par exemple, sur ces produits-là, il n'y a pas marqué Made in, il y a marqué juste la société d'importation. Est-ce que c'est pas un moyen de cacher vraiment la provenance ? Alors, nous, on a un travail sur effectivement la provenance des produits. Après, effectivement, ça prend du temps et on a encore un peu de Made in China. Mais ça, c'est un sujet qu'on a dans l'ensemble des produits de consommation au niveau mondial. On joue pour exprimer pour le grand public la magie de Noël, de marchandises proposées à la vente qui sont forcément issues de l'usine du monde, le sud-est asiatique ou quelque part ailleurs. L'enjeu, je le redis, c'est que si on n'avait que des produits faits par des artisans locaux, le panier moyen serait à plus d'une centaine d'euros et on aurait beaucoup de familles et de visiteurs qui ne pourraient pas trouver le cadeau qui leur convient sur cette période de Noël. On ne veut pas vouloir un marché de Noël 100% produits alsaciens parce que ça serait vraiment restreindre l'activité du marché, mais 100% français avec des artisans qui viennent un peu d'ailleurs. Comme les marrons glacés qui viennent d'Ardèche, c'est pas alsacien, mais ça passe très bien sur un marché de Noël. Bonsoir madame, bonsoir mesdames, petite dégustation de marrons glacés peut-être.
Bah oui, les marrons glacés, c'est pas alsacien évidemment, mais sans marrons glacés, est-ce qu'on peut faire un vrai marché de Noël? Bon, Camille, rassurez-nous, il n'y avait quand même pas que des horribles produits made in China, vous avez vu aussi des belles choses et de l'artisanat local sur ce marché de Noël. Exactement, alors quand même le marché de Noël de Strasbourg, il faut le dire, c'est quand même une belle atmosphère, c'est une atmosphère très féerique, très festive, et il y a encore quelques produits locaux, alors je dois quand même vous le dire, c'est quand même très très peu sur les plus de 300 stands. Oui, quand même, ouais. Alors il y a la fameuse poterie de Soufflenheim, dont Maurice parlait dans le reportage au début du reportage. C'est un moule à kouglof, donc traditionnel dessert d'Europe centrale et germanique et d'Alsace. Donc ça, par exemple, c'est fait avec de la glaise qui est prélevée dans la forêt de Haguenau. La forêt de Haguenau, c'est au nord de Strasbourg et c'est une tradition qui remonte au XIIe siècle. Et les potiers sont potiers de père en fils. Ils ont le droit de prélever gratuitement cette glaise pour faire cette poterie de Soufflenheim. Je vois une étiquette de prix, il est à combien? 20 €. Ah oui, ça devait nous coûter cher. Alors oui, l'artisanat, les produits artisanaux malheureusement sont pas forcément les moins chers, bien au contraire. Alors ça c'est vraiment emblématique, c'est la boule de Noël de Meisenthal. C'est une soufflerie qui est aussi au nord de Strasbourg. Chaque année en fait, cette soufflerie sort un modèle, il y a un designer qui a titré ou une designeuse qui a titré pour créer la boule de Noël de l'année. Cette année elle s'appelle Grip. Il y en a qu'une? Il y en a qu'une. Uniquement celle-ci, de cette couleur, de ce format? Non, il n'y a qu'un format. Et il y a une production quotidienne mais limitée. Donc il y a une queue devant le stand 2 heures avant l'ouverture. Et en général, le stand, il n'y a plus de boules à partir de 15 heures à peu près. Mais elles sont toutes comme ça, violettes? Alors non, il y a plein de couleurs différentes, je vous rassure. Mais pourtant, je croyais que vous aimez bien le violet. Donc ça, c'est la boule Grip. Alors pour la petite histoire, elle s'appelle Grip parce qu'elle est en verre. Elle coûte quand même 33 €. Donc si on la laisse tomber, c'est un drame. Donc on l'a grippée pour qu'elle s'accroche plus facilement dans les mains. Ouais, là, il y a un savoir-faire traditionnel. Oui, soufflé par des artisans souffleurs de verre. Donc un produit 100% artisanal. Bon, et on mange quoi avec tout ça? Qui dit Alsace dit pain d'épices. Donc vous avez plusieurs marques de pain d'épices 100% alsacien. Il y a Lips et Mireille Oster notamment. Et ça, c'est une des marques les plus artisanales avec la recette traditionnelle du pain d'épices, mais qui est revisitée avec des recettes à l'orange. Vous avez évidemment les traditionnels lingots. Là, en l'occurrence, j'ai pris des formes qui varient un peu. On pourra les goûter après l'émission. Et troisième produit typiquement alsacien, le kelch. Et ça, pour le coup, je n'ai pas pu en trouver. C'est un tissu à base de lin et de coton dont parlait Maurice aussi dans le reportage. Faux kelch en fait. Et pour le surtout, coup, vous n'en avez pas trouvé de vrai. Je n'ai pas trouvé de vrai kelch. C'est intéressant. Bon, évidemment, le but, c'est aussi d'équilibrer les choses et de dire on ne trouve pas que des produits qui sont importés depuis l'autre bout du monde. Mais par contre, ce qu'on importe vraiment, et ça pour le coup, c'est une vraie question, c'est les touristes. C'est-à-dire que les gens viennent du monde entier pour aller faire le marché de Noël de Strasbourg. En quelques chiffres, je crois qu'il y avait 3,4 millions de personnes l'an dernier qui ont visité le marché de Noël. Et on lit que 15% à peu près d'entre eux viennent en avion parce que vous avez vu beaucoup de personnes qui venaient du monde entier. Oui, alors c'est marrant, c'est un point qu'on a évoqué avec la mairie de Strasbourg qui me certifie qu'ils prônent la mobilité douce. Évidemment, ils n'allaient pas me dire le contraire. Et en effet, moi je suis venue depuis Paris, j'étais heureusement étonnée. En 1h45 de TGV, j'étais rendue au milieu du marché de Noël de Strasbourg. Oui, il y a un TGV qui relie J'aime votre étonnement. Paris, non mais effectivement, la mobilité douce, c'est donc, que quand on prend le tram pour aller depuis l'aéroport jusque dans le centre, c'est peut-être une mobilité douce, mais effectivement, il y a un trafic aérien important. Je crois que plus de 80% des émissions de carbone totales générées par le marché de Noël sont en fait celles justement des visiteurs qui viennent en avion pour aller faire le marché de Noël de Strasbourg. Et en effet, moi j'ai pu croiser beaucoup de visiteurs asiatiques, des gens qui venaient exprès de Singapour, beaucoup d'Américains, des Thaïlandais, donc évidemment on s'imagine que tous ces gens ne viennent pas en train. Bien sûr. Bon, on poursuit sur nos réflexions. Vous avez parlé du marché de Noël. Évidemment, le marché de Noël, on n'y va pas. Beaucoup de Français y vont. Et c'est souvent un très beau moment. Il y a un choix que pratiquement tous les ménages français se posent. C'est le choix du sapin. Et là, Madeleine Lété, je me tourne vers vous parce que c'est vous qui allez nous guider dans ce choix ô combien difficile et complexe. Alors moi, je ne vais pas vous guider. En fait, aujourd'hui, je vais d'abord peut-être vous exposer un coup de gueule personnel. Parce qu'on est donc au moment décisif de l'année, celui des décisions, voilà, des alternatives, des dilemmes. Donc on en est à se demander si on mangera de la dinde ou du saumon, si on mangera de la bûche ou du pudding. Évidemment, personne ne mange de pudding. Et alors,
il y a un dilemme que je ne comprends pas. C'est sapin naturel ou sapin artificiel. Chaque année, 15% de nos compatriotes choisissent la deuxième option. Alors vous me direz, car oui Paul, je fais moi-même les relances, pourquoi ne comprenez-vous pas cette alternative ? Eh bien parce que selon moi, l'achat du sapin naturel avec sa bonne odeur de résine qui vous réveille le matin fait partie, autant que le dépiotage des cases du calendrier de l'Avent et les tractations ira-t-on ou ira-t-on pas chez tes parents cette année, des préliminaires de la nativité. Eh bien non, chaque année je réapprends que des centaines de milliers de mes compatriotes, 600 000 en 2024, choisissent un sapin en toc. Alors je vais essayer de faire mon rôle aussi de relanceur. Donc vous trouvez ça affreux, le sapin artificiel ? Alors non, je trouve ça suspect. Tout d'abord, je trouve ça suspect de vouloir agrémenter son salon comme ça de branches violettes, jaunes, noires même. J'en ai découvert des modèles. Et donc, pour comprendre, je me suis rendue sur le réseau social Reddit où je me rends quand je ne comprends rien au monde qui nous entoure. Et alors, je vous laisse juger les modèles que j'ai trouvés exposés. Donc, le sapin noir existe. Ah oui, il y a de tous les styles. Voilà, donc sur Reddit, on peut savoir à quelle fréquence il faut changer ses draps. Au-delà de 3 semaines, si vous ne les changez pas, vous êtes sale. Et on peut aussi trouver quelques témoignages qui viennent défendre le sapin artificiel. J'ai lu celui d'un certain Urge Leclerc qui dit « Ça tient plus longtemps, ça ne tue pas un être vivant que tu devras jeter le mois d'après, ça ne perd pas des aiguilles dans ton salon, mes parents ont le même sapin artificiel depuis plus de 12 ans. Mais aussi celui de One Dream, celui en plastique se recycle des années, contrairement au naturel, le naturel est entre guillemets, qui monopolise des surfaces de culture et doit être changé tous les ans. Il n'y a pas moins écologique, dit One Dream, que le sapin naturel. » Mais est-ce qu'il a raison, One Dream ? Est-ce que vraiment le sapin naturel, c'est moins écologique ? Ah non, bien sûr que non, il a complètement tort. Ah. Quand il est né au 19e siècle, en Allemagne, le sapin artificiel avait une ambition vertueuse de combattre la déforestation. Il était à l'époque confectionné en plumes d'oie que l'on teignait en vert. Ensuite, plumes d'oie sont devenues plastiques, donc du pétrole, et principalement fabriquées en Asie. Si on renouvelle le sapin artificiel tous les 6 ans, il représente l'équivalent de 8,1 kg de CO2. Selon l'ADEME, il faudrait le garder 16 ans pour qu'il atteigne les 3,1 kg de CO2 d'un sapin naturel. Alors il y a quand même une objection intéressante. Alors vous dites Urge Leclerc, je ne sais pas si c'est Urge Leclerc. Urge Leclerc. Non, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans ce qu'il dit, il y a une objection qui est intéressante, c'est quand il dit qu'il y a une occupation des sols importante avec la culture des sapins. Ça, c'est quand même un vrai argument. Non, pas du tout. Ah non, c'est intéressant que vous le souligniez. Non plus. Les sapins de Noël poussent sur des terres qui leur sont dédiées. Dans le Morvan, le Jura, la Bourgogne. Et ces terres dédiées sont pauvres, en pente, abruptes, impropres de toute façon à d'autres cultures. Les sapins ne prennent donc la place de rien d'autre et durant le temps de la pousse, qui dure environ de 6 à 10 ans, ils sont des puits de carbone, ce qui est très bien, voilà, c'est bien d'absorber le carbone. C'est donc une culture temporaire, réversible, on coupe, on plante, on recoupe. Et à partir de là, Paul, je tiens à vous dire que mon enquête a une conclusion implacable. J'ai compris, en retournant sur Reddit, quel était finalement le seul argument en faveur de l'achat de sapins artificiels. Je l'ai trouvé grâce à un certain Duirel33, qui justifie son choix par la flemme. Mon sapin low cost me suffit amplement, il fait acte de présence et c'est tout ce que je lui demande. Donc de ce que je comprends de ce témoignage de Duirel33, c'est que ce qu'il veut préserver, finalement, c'est la même atmosphère monotone, tranquille, chaque année, malgré le temps qui passe. On est tenté de penser que les aficionados du sapin en toc sont des matérialistes avides d'un renouvellement des épines en bleu, en argenté, là où, selon moi, ils s'emploient à conserver des rites dans un monde agité de soubresauts. Chaque année, vers le 2 décembre, ils ressortent les mêmes troncs, les mêmes branches, des mêmes vieux cartons. Ils les poussettent, le posent à la même place. Ils ont vieilli et pourtant, rien n'a changé. La philosophie du sapin de Noël en plastique par Madeleine Métayer. Et on embrasse tous nos téléspectateurs, qu'ils soient sapin de Noël en plastique ou sapin de Noël naturel. Bien sûr. Et quoi qu'il arrive, ce choix du sapin qui est intéressant, parce qu'en fait maintenant c'est vrai que c'est des questions qui se posent dans beaucoup de foyers. On voit, Bénédicte Luto, que ce choix il peut se répliquer pour beaucoup d'autres choses. On discutait avec vous avant de préparer cette émission, même le choix qu'on fait pour le repas de Noël. Évidemment, ça a plus de sens d'essayer d'avoir un repas de Noël certes festif, mais où on fait quand même attention aussi à l'impact des choix de consommation qu'on pose.
Ouais. Alors avant de répondre à cette question, je voudrais quand même rebondir à la chronique génialissime de Madeleine Métayer. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, le débat. C'est pas si on va vraiment du côté des écolos, le débat c'est pas seulement les anti-sapins de Noël ou les sapins de Noël naturels ou les sapins de Noël en plastique. Il y a aussi les anti-sapins tout court qui coûte que coûte nous disent non, on veut pas de sapin, même s'ils émettent que 3 kilos de CO2 par an au lieu de 8. En fait, ils vont vous dire, non, c'est quand même sur des surfaces assez grandes, 300 hectares, c'est que des jeunes sapins, et en fait, c'est pas terrible en termes de biodiversité parce que il n'y a pas grand-chose qui peut pousser. Moi, j'avais interviewé un écolo qui m'avait expliqué ça, et du coup, je culpabilisais parce que je me disais, zut, moi, j'adore effectivement l'odeur du sapin, donc comment est-ce que je fais? Et en fait, il y a d'autres alternatives. Et l'argument du puits de carbone, alors ne joue pas du tout dans leur raisonnement? En fait, là, on va plus parler de la biodiversité. Ils voudraient qu'on plante autre chose. Ils voudraient qu'on plante autre chose, qu'il y ait des sapins de différentes classes d'âge, etc. Mais voilà, là, on est vraiment sur le au fond, le débat qu'on a là, c'est toujours un peu l'éternelle opposition entre ceux qui voudraient faire mieux et ceux qui disent qu'il ne faudrait rien faire du tout et rentrer dans la décroissance. Je pense que c'est l'esprit de cette émission. C'est en fait, chacun fait aussi... en conscience, en fonction de ce qui va s'adapter à ses valeurs, à ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie de faire. Et voilà, pour terminer juste sur le sapin de Noël, en fait, il y a des alternatives. Déjà, on peut choisir d'en avoir un une année sur l'autre. Alors, il y en a qui font effectivement des sapins en piles de livres, on voit sur Pinterest, en bois flotté. Il y a des choses jolies. Et puis, s'il y en a qui, comme moi, culpabilisent, mais ont quand même envie d'avoir la bonne odeur du sapin de Noël, on en achète, mais on peut en acheter en pot, par exemple. C'est vrai, j'ai fait ça une année. Et ça peut durer d'une année sur l'autre. Et on l'avait laissé sur le balcon ensuite, toute l'année, effectivement. Pareil. Maintenant, on peut acheter un sapin qu'on n'est pas obligé de mettre sur une bûche et de tuer. Voilà, et il y a même des startups qui venaient le reprendre et le replanter. Mais ça coûte très cher, donc c'est pas à la portée de tout. Oui, mais il y a une réflexion. Voilà. Et donc, alors, pour enchaîner sur effectivement d'autres dilemmes cornéliens comme la nourriture, donc le but, c'est effectivement, c'est pas d'être les troubles-fêtes et de se dire, maintenant, on va manger une salade de quinoa, de tofu et de carottes. Et de faire partir toute la famille. Même si j'ai une amie végétarienne qui me disait qu'à chaque fois, elle avait la moue des enfants, des tantes, des oncles, parce qu'elle proposait des pourtant délicieux plats végétariens. Mais c'est tout simplement de se poser des questions. Voilà, est-ce qu'on a besoin de manger autant déjà, tout simplement pour réduire le gaspillage? On sait tous en général qu'on a beaucoup trop mal au bide à la fin de la dinde au marron de tante Jacqueline. Est-ce qu'on a besoin de faire un apéritif, une entrée, un plat de résistance, un trou normand, des fromages, des desserts? On peut tout simplement cuisiner maison, on peut cuisiner si on peut local, en famille et si possible avec des légumes de saison. Et on peut faire plus simple, on peut faire un très très bon plat de résistance et une bonne bûche de Noël si on a envie. Et déjà, il y aura moins de gaspillage. Et c'est vrai que le pire, c'est quand on jette, quand on se rend compte qu'on a eu les yeux plus gros que le ventre et qu'on a prévu trop gros. Là, effectivement, il y a une vraie incitation. Je pense que les familles françaises, ils sont de plus en plus sensibles au fait de proportionner correctement les quantités aussi. Ouais. On a des chiffres sur le gaspillage, justement, autour des périodes de Noël ? Là, j'ai pas de chiffres en tête, mais bon, il suffit de voir tout ce qu'on jette à la poubelle. Alors, nous, dans notre famille, c'est vrai qu'on se retrouve à faire des repas de Noël pendant 3, 4, 5 jours. Au bout d'un moment, on en... Bizarrement. Puis les enfants à qui on sert des parts invraisemblables, mais après, sont déjà en train on a marre de manger du foie gras. Donc, c'est les questions qu'on peut se poser tout simplement. Moi, j'ai une petite anecdote très personnelle, mais on va en reparler plus tard, mais c'est la question du sens. En fait, on peut se dire aussi, est-ce qu'il faut suivre un code, quelque chose de très codifié et absolument avoir le saumon fumé, les huîtres, ou simplement demander, mais est-ce que toi, tu aimes vraiment ça? Est-ce que vraiment tu tiens à ça? Et peut-être tout simplement revenir à des traditions culturelles, familiales, régionales. Nous, on a une partie de notre famille qui est auvergnate. On a un plat très très simple qui parfois fait pas très envie, ou ceux qui adorent le fromage, au contraire, ça va les faire saliver. C'est vraiment le plat du paysan auvergnat, donc ultra simple, mais vraiment délicieux. Une couche je donne la recette, je devrais pas, mais une couche de pain de campagne, une couche de Saint-Nectaire, une couche de Cantal, une couche de Tom. Ah oui, Madeleine, je ne sens pas très bien, désolée. Ça ne doit pas être très fromage. Et on ajoute du bouillon. Alors effectivement, une fois qu'on a mangé ça, on ne peut plus rien manger derrière. Ah oui, vous faites des économies. Mais on fait des économies. Après, il y a la petite salade d'orange flambée au rhum et on survit. Bon, pour les emballages aussi, parce que là aussi, il y a un vrai gaspillage sur le papier qu'on utilise à peine et qu'on jette tout de suite. Alors là, si vous avez des grandes
grandes familles, il suffit de voir aussi les montagnes et les montagnes de paquets cadeaux, d'emballages cadeaux, de rubans, le plus souvent en plastique. Alors même si on fait du papier maintenant, voilà, tout le monde ramasse ça dans des grands sacs et puis ça va finir à la poubelle. Alors qu'en fait, pareil, il y a des alternatives toutes bêtes auxquelles on ne pense pas. Et moi, j'ai commencé à le faire. Et par exemple, à chaque anniversaire où on se rend, ou même au Noël précédent, il suffit de récupérer tout simplement les emballages papier. C'est pas, alors évidemment, les enfants, ils vont tout déchirer, mais parfois, ça reste plutôt bien en place. Et en fait, pour emballer des petits objets, ou quand en fait c'est bien déchiré, on peut complètement les réutiliser d'une année sur l'autre, d'un anniversaire sur l'autre. Moi, j'en ai un grand sac entier. Et puis après, il y a des alternatives. On peut utiliser des tissus. Alors, je crois qu'il y a des tutos YouTube pour des méthodes de pliage japonais. Bon, moi, je ne peux pas aller jusque-là. Mais on peut faire beaucoup plus simple. On peut aussi utiliser du papier journal. Alors, s'il vous plaît, pas le Figaro, vous faites très attention. Mais voilà, il y a d'autres solutions. Bon, et puis donc ça, c'est les emballages. Mais à l'intérieur même des emballages, un cadeau aussi, en fait, ça peut se réutiliser. Parfois, vous le dites vous-même, il y a des choses qu'on peut récupérer chez soi qui peuvent avoir une deuxième vie. On peut acheter des cadeaux aussi sur des endroits où on recycle des jouets, des objets. Oui, alors les cadeaux, effectivement, vaste sujet. Là, cette fois, j'ai un chiffre. 61 millions de jouets sont vendus chaque année en France à Noël. Ça fait plus de 8 cadeaux par enfant. Vous imaginez ? J'avais pas 8 cadeaux, moi, quand j'étais petit. Non, en moyenne, ça fait ça. Donc, c'est vous dire qu'on a des grandes familles, et tout ça pour être manipulé 3 minutes, et après, l'enfant, en général... Tout ça pire pour qu'il ne sache pas que ça vient de nous, à Noël. Et pour qu'il ne sache pas que ça vient de nous, voilà. Ils se disent que c'est le Père Noël. Donc, si le Père Noël, en tout cas, il veut être plus écolo, il peut tout simplement se poser la question de est-ce que c'est vraiment utile ? Voilà, faire des cadeaux utiles. Alors peut-être que du coup, on aura moins la surprise, mais en fait, demander de quoi tu as vraiment besoin. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment utiliser et qui te manque ? Parce que là, on est sûr que ça ne va pas être revendu sur eBay ou relégué au fin fond d'un placard. Et puis, effectivement, pour les enfants, on peut passer par des associations, ce qu'on appelle des recycleries, qui vont récupérer des jouets, les réparer, souvent qui vont en plus passer par des ateliers de réinsertion pour des personnes demandeuses d'emploi. Donc en plus, on a un côté charité, si c'est important pour nous. Et ça permet aux jouets d'être recyclés. Puis Noël, ça peut être aussi en amont le moment de faire du tri, justement pour éviter que la chambre de son enfant soit couverte de jouets qui ne vont jamais servir, et même de faire participer son enfant en lui disant ça voilà, tu joues plus depuis très longtemps, est-ce que tu serais prêt à le donner à un enfant qui lui aucun jouet pour faire de la place au nouveau joujou que le Père Noël va t'apporter. Il nous reste un instant, mais en vous écoutant, Bénédicte, j'ai l'impression que ce à quoi vous nous appelez, c'est aussi une réflexion sur ce que c'est que l'esprit de Noël et sur ce que l'on transmet même comme valeur et comme esprit aussi à ses enfants quand on fait ça en famille. Voilà, en fait, toute cette réflexion, elle a pas de sens si c'est juste pour se fouetter, se flageller et se dire « Ah non, c'est terrible, on abîme la planète, non, on va plus faire la fête ». Non, Noël, ça doit rester une fête, mais en fait, ces choix-là qu'on va poser, que chacun va poser pour acheter un sapin de Noël pas artificiel ou en pot, ou pour faire un repas plus local, plus de saison, ça n'a aucun sens si on ne réfléchit pas au sens qu'on veut donner à Noël. Et est-ce que c'est, pour ceux qui ont la foi, qui sont chrétiens, est-ce que ça va être fêter la naissance de Dieu, Jésus Sauveur, et donc de ce petit enfant dans la crèche qui arrive dans la simplicité, et donc on arrête d'être dans la surconsommation, ou est-ce que ça va être simplement se retrouver en famille, être plus attentive à cette vieille tante qui est plutôt seule, se réunir entre amis, être dans le partage, transmettre l'idée de la générosité, ou être dans cette surconsommation qui a finalement plus aucun sens. C'est toute la réflexion, effectivement. Merci beaucoup, Bénédicte Clutot, merci Camille Jaïr, Madeleine Métayer. Et évidemment, on vous souhaite, au nom de toute l'équipe de Terre des Hommes et de la rédaction du Figaro, un très joyeux Noël. Et on a hâte de vous retrouver en janvier pour une nouvelle aventure avec Terre des Hommes. À bientôt.